pense que du coup c'était aussi une occasion pour eux de développer leur propre amour du son. Voilà. Une autre question? Bonsoir, merci pour ce film. J'ai une question, c'est quels ont été vos éventuels rapports avec l'armée française et, est-ce qu'ils se sont bien passés ou mal passés? En fait, je passerai la parole à François Reda, parce qu'ils ont eu aussi des rapports avec l'armée française. Mais non, en fait, on n'a pas eu beaucoup de rapports avec l'armée française. On a eu des rapports avec les sous-mariniers, qui sont une sorte de sous-monde dans le monde de la marine, qui est elle-même un monde différent de l'armée. Et en fait, donc notre rapport avec les sous-mariniers, il a été assez étonnant, parce que il a été très fusionnel, dans le sens où une équipe de tournage et une équipe de sous-mariniers, ça fonctionnait exactement pareil, en fait. Et on ne le savait pas à l'avance. Mais c'est ce qu'on a découvert en tournant. Et donc en fait il y a eu un truc très, très fraternel et fusionnel. Après avec l'armée elle-même, nous c'est surtout comment dirais-je, c'est quand vous avez besoin d'un décor ou de moyens, il y a votre régisseur. Comme si vous avez besoin de tourner dans un bar, il y a votre régisseur qui va voir le bar et qui fait une convention, on a fait pareil. Voilà. Et donc il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de désir de savoir plus que ça ce qu'on voulait raconter au final. Voilà, ça a été assez serein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous, si vous avez... Oui. Non. Oui, non. Si. mais on a rencontré, c'est vrai, en préparation du coup des sous-mariniers. Moi, j'avais besoin. Je suis pas allé beaucoup plus loin en mathématiques que Reda, mais j'avais besoin de comprendre en tout cas ce que je disais. Donc, même si je suis pas capable aujourd'hui de détecter un sous-marin d'un cachalot sans doute, quoique peut-être. Mais en tout cas, j'avais besoin d'écouter les sons que les mecs entendent. J'avais un peu besoin de nourrir de réel le personnage de Chantraide. Et donc du coup, j'ai rencontré des oreilles d'or en question. Et même si eux, ils persistaient à me dire que non, bon, c'est un travail un peu comme un autre, en grattant un petit peu la surface, je me rendais compte que même dans leur vie quotidienne, il y avait des déformations professionnelles sans arrêt. Et que, il y en a un qui me disait qu'il entendait le sac à main de sa femme qui rentrait des courses quand elle était sur le trottoir en bas de chez lui. Donc on sent quand même que c'est des gars qui sont sans arrêt en train d'appréhender le monde d'une autre manière que nous, quoi. Et c'était important pour moi pour comprendre que c'est un don, c'est un espèce de super pouvoir, mais que aussi ça isole forcément, quoi, cette différence, et c'était un point de départ pour créer Chantraide. Bonsoir. Bonsoir aussi. Non, moi je trouve qu'on a été vraiment accueillis magnifiquement, quoi, par toutes les personnes, tous les sous-mariniers qu'on a pu rencontrer dès la préparation. Et dès l'accueil qu'ils nous ont fait à bord de leur sous-marin, à nous inviter pendant 24 heures, chacun des acteurs principaux, à nous montrer plein de choses, à nous expliquer plein de choses, à être toujours disponible pour les questions qu'on avait à leur poser. Il y a eu aussi beaucoup de sous-mariniers qui ont participé vraiment au tournage, comme figurants, comme silhouettes. On avait toujours quelqu'un vers qui se tourner quand on avait besoin d'une petite chose technique. Ça passait pas toujours par Antonin, des fois on pouvait régler des choses avec les gens qui étaient là et qui avaient très envie en fait et de nous aider, qui nous ont fait beaucoup confiance et qui avaient envie aussi que les gens voient leur métier, parce que pour cause c'est un métier secret, même leurs propres familles ne savent pas réellement la réalité de leur travail et ils nous ont un peu fait confiance avec ce film pour qu'avec ce film là on voit ce que c'est être des sous-mariniers en France au-delà de notre histoire et tout. Donc ça mettait un engagement particulier à ce film qui était de ne pas décevoir les gens dont on parle, en fait. Déjà, dans un premier temps, en étant crédible, et puis aussi d'essayer de les rendre dans leur humanité, parce qu'on a rencontré des gens pas du tout comme des militaires, pas du tout des chiens de guerre, pas du tout des gens excités ou belliqueux, mais plus une famille dans laquelle tout le monde fait que ça se passe bien, en fait. Une autre question? Alors, le temps que vous réfléchissiez, peut-être, je voulais parler à... Non, juste... Non. Le premier jour de tournage, je crois savoir que c'était la scène où tu élis Trenier
Comment on vit un premier jour de tournage où c'est une scène intense comme ça? Hyper à l'aise. Bah non, c'était totalement fou. Hein. Moi j'étais hyper concentré dans le travail et tout, donc je faisais comme si tout allait bien, mais en vrai c'était n'importe quoi. On est dans un NH-90 qui est un hélicoptère de l'armée donc qui va je crois à 300 km/h, à 5 mètres de l'eau, genre qui trace. On arrive sur un site où il y a un sous-marin qui sort, il y a un autre hélicoptère qui fait des prises de vue de ce qu'on est en train de jouer, il y a une caméra embarquée avec nous, une frégate avec une grue qui nous voit descendre. Donc, c'était un peu Hollywood quoi. Mais génial. Et puis j'étais avec Mathieu Kassovitz et c'est notre premier jour de tournage en commun. Et moi j'ai cette image un peu stricte de lui, voilà, en tant qu'acteur, en tout cas dans le bureau des légendes. Voilà. Il était hyper concentré, machin. Et la scène est dans le film, donc on le voit descendre et on se regarde, on a un regard intense où littéralement le sort de l'humanité repose sur nos épaules. Donc c'est quand même assez intense comme regard, je crois. Et il disparaît. Et pour les biens du tournage, on le faisait remonter immédiatement pour refaire la prise. Et entre le moment où je le voyais disparaître et réapparaître, il était tout sourire, il avait sorti son téléphone, il était 360 sur le... Enfin bref. Donc ouais, d'un coup, ça a brisé la glace aussi entre lui et moi de se rendre compte qu'on vivait un truc un peu fou. Ouais. Question? Je crois que c'était par là. Bonsoir. Alors ma question, elle serait plutôt pour Reda et François. C'est en tant qu'acteur, est-ce que le fait d'avoir un espace extrêmement petit, étroit et donc une absence de mouvement, ça change quelque chose dans la construction d'un rôle? Et je pense notamment aux scènes de François où il y a des très longs plans sur lui où il ne bouge absolument pas et on a juste un jeu avec le visage et je voulais savoir si... Oui, bien sûr. En tout cas, on joue vraiment dans les espaces dans lesquels on évolue. Ça modifie complètement notre manière de bouger, le rythme, le volume de notre voix, toutes ces choses-là. C'est vraiment imprimé par l'espace. Et le sous-marin nucléaire d'attaque, il est vraiment très très exigu. Les gens dorment presque la face contre les torpilles. C'est vraiment tout est agencé vraiment au millimètre. On en parlait tout à l'heure, mais cette appropriation de l'espace était hyper importante. Et c'est vrai que moi je suis très statique et on s'en est parlé très tôt avec Antonin, que et le prologue et la fin du film sont des moments quand même où il y a de la tension, beaucoup. Et que là on se rend pas compte parce que c'est un morceau de 20 minutes de film qui passe et dans la continuité on est dedans. Mais sur un tournage, c'est des scènes qu'on tourne parfois en plusieurs jours et le moment entre action et coupé représente peut-être 5 à 10% d'une journée qui passe, donc se remettre dans cette énergie-là et trouver cette tension, c'était clairement un enjeu clé du film. Il n'y a rien à dire. On a une question? Pas. Bonsoir. Vous parliez de tension à la fin du film, et c'est vrai qu'on a énormément d'hésitation sur ce qui va se produire, si le missile va être tiré ou pas. Et je voudrais savoir si vous-même vous avez hésité sur la fin du film, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que le missile pourrait être tiré ou pas? J'ai failli couper un peu plus tôt, ouais. J'ai failli couper le film. D'accord. J'ai failli couper un peu plus tôt. C'était un moment où on ne savait pas. C'était sur la main de Reda. Et j'ai trouvé ça un peu hard. Non, mon intention originale, c'était exactement ce que vous avez vu. Parce qu'en fait, je crois quand même vraiment, je crois vraiment dans le fond que même si on a des systèmes qui sont jamais parfaits, etc. et tout, mais vraiment, je crois dans le fond que la confiance entre quelques personnes peut sauver le monde. C'est un truc que je crois. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout de mon idée. Voilà. Bonsoir. Question pour Antonin. Pour ce premier long-métrage, quand même, vous attaquez à quelque chose d'assez spectaculaire, assez imposant quand même, ce qui n'est pas courant dans le cinéma français. Je voulais savoir si jamais le film marche, ce que je vous souhaite vraiment, parce qu'il est vraiment très très bon, est-ce que vous avez d'autres envies quel serait quel type de projet, vers quel type de projet est-ce que vous dirigeriez
avec autant de moyens, autant de spectacles aussi. Est-ce que c'est dans cette voie-là que vous voudriez aller ou quelque chose de plus intime pour le prochain film? En fait, c'est pas tellement dans ces catégories-là que je réfléchis, mais moi, en fait, moi, comment dirais-je, quand j'avais 13 ans, j'adorais regarder des films d'aventure ou des films d'action avec mon père. Et puis après, vraiment, j'adorais ça. C'était les moments de grâce pour nous. Et puis après, plus tard, j'ai découvert, je me suis mis à lire des livres, etc. et tout, et puis j'ai découvert les tragédies grecques et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, très souvent, en fait, les mêmes ressorts étaient en jeu en fait, dans les deux, et qu'il n'y a pas une culture élitiste et une culture populaire. C'est souvent l'unité d'action, l'unité de temps, l'unité de lieu. C'est des choses qui parfois fonctionnent de plein de manières, dans différents registres. Et ce que j'ai voulu faire ici, en fait, c'est une tragédie grecque dans un sous-marin, avec les enjeux d'aujourd'hui qui sont le fait que l'humanité peut se détruire elle-même. Bien sûr, parce que je Donc après, c'est pas tellement une question de savoir... après, le fait qu'il y avait besoin de moyens, etc., ça a découlé du projet lui-même. Mais s'il y avait eu besoin de moins de moyens, j'aurais été le premier content, en fait. J'aurais été ravi d'avoir moins de pression, moins de moyens, etc. C'est-à-dire que ça a découlé du projet. Voilà, donc en fait, après, c'est plus comme ça que ça s'est agencé, en fait. Parce que là, vous dirigez quand même une grosse machine. Est-ce que pour le prochain film, vous verriez encore diriger une grosse machine comme ça? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Ouais, si j'arrive à imaginer une histoire géniale avec un seul acteur, je serais hyper content. Est-ce qu'on a une dernière question? C'est la pression là. Alors certains, oui. Il y a une petite projection d'une vingtaine de personnes pour justement les quelques sous-mariniers qui nous ont accompagnés pendant le tournage. Notamment ceux que vous voyez à l'écran. Enfin, évidemment, ce que j'espère, c'est que vous ne savez pas lesquels c'est. J'espère que tous les acteurs ont l'air de sous-mariniers. Mais parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont des figurants qui sont des sous-mariniers. Ceux-là, la plupart d'entre eux l'ont vu. Et je crois qu'ils étaient plutôt contents. On avait une dernière question là-bas. Bonsoir, merci, bravo pour ce film, c'est très réaliste. Moi qui ai vécu un peu à Brest, on retrouve pas mal de choses bien. Enfin, on voit les sous-marins comme ça et tout, etc. Je suis là.